On l'a surnommé le roi du Klondike, un homme qui a bâti un empire à partir de terre gelée et de machines rouillées. Tony Beats n'est pas du genre à attendre la chance. Il l'a forcé à exister avec ses propres mains, sa volonté obstinée et sa conviction que la fortune sourit toujours aux audacieux. Mais le temps change tout. Après des décennies de labeur exténuant, de risques audacieux et de victoires qui ont fait de lui un nom familier, Tony est arrivé à un point où le prochain chapitre n'appartient plus à lui, mais à la famille qu'il a élevée sous le ciel impitoyable du Yukon. Et le poids de ce qu'il laisse derrière lui ne se mesure pas seulement en or. Il se mesure dans les lourdes attentes, les larmes et les liens fragiles qui unissent sa famille. D'un village néerlandais aux rigueurs du Yukon, Tony Beats est né dans un petit village agricole aux Pays-Bas, où la survie dépendait du travail acharné. Il a passé sa jeunesse à traire les vaches, à cultiver les champs et à apprendre la discipline du labeur qui allait plus tard définir sa carrière de mineur. Mais il était agité. Les rythmes calmes de la vie rurale ne pouvaient jamais satisfaire quelqu'un qui portait en lui le besoin de poursuivre quelque chose de plus grand. À la fin des années 1970, à peine âgé de 18 ans, il fit ses valises et laissa tout ce qu'il connaissait derrière lui. Sa destination était le Canada, une terre d'opportunités mais aussi d'hivers brutaux, d'isolement et d'incertitude. À son arrivée, aucun or ne l'attendait. Tony travailla dans la construction, accepta des petits boulots et tout ce qui pouvait lui permettre de s'en sortir. Pourtant, derrière chaque tâche épuisante se cachait l'appel d'un rêve. Les histoires du Yukon, du passé légendaire du Klondike, lui parvenaient comme un défi. L'ère de la ruée vers l'or avait pris fin près d'un siècle auparavant, mais les murmures de fortunes enfouies n'avaient jamais disparu. Pour la plupart des gens, ce n'était que des récits. Pour Tony, c'était des instructions. Au début des années 1980, il arriva à Dawson City, le cœur de l'exploitation minière du Yukon. Les conditions y étaient impitoyables. Les températures chutaient à des extrêmes, la terre était impardonnable et les erreurs coûtaient cher. Mais c'est là que Tony s'épanouit. Il commença comme opérateur de machines, apprenant à manœuvrer de lourds équipements et à comprendre les rythmes de l'extraction. Chaque jour, il observait, absorbant non seulement la mécanique, mais aussi les codes tacites de la survie. Cette période fut cruciale. Elle lui enseigna que l'exploitation minière ne se limitait pas à creuser, elle exigeait patience, stratégie et le courage de persister quand d'autres abandonnaient. Le véritable tournant arriva au milieu des années 1980, lorsque Tony acheta sa première concession aurifère, une portion de terrain connue sous le nom de Paradise Hill. Elle ne lui fut pas offerte. Il risqua toutes ses économies. Pour lui, Paradise Hill représentait bien plus que de la terre. C'était un pari sur lui-même. Au fil des années, ce pari porta ses fruits. Ce qui avait commencé par une seule concession devint peu à peu la pierre angulaire d'un empire minier. Et pourtant, ce n'était pas seulement la concession qui définissait Tony, mais son refus de faire les choses prudemment. Alors que d'autres travaillaient à petite échelle, Tony redonna vie à d'immenses dragues abandonnées, des machines considérées comme des reliques d'une autre époque. La plupart des mineurs les rejetaient comme de la ferraille. Tony y vit des opportunités pour réinventer les règles. Restaurer ces dragues exigeait de l'argent, du temps et une détermination presque téméraire. Mais elles fonctionnèrent. Elles tamisèrent des tonnes de sol gelé, révélant l'or laissé par les mineurs des décennies précédentes. Peu à peu, Tony passa du statut d'étranger déterminé à celui de l'un des mineurs les plus puissants du Klondike. Innovation, risque et ascension vers la célébrité. Au début des années 1990, Tony Beats n'était plus seulement un mineur parmi d'autres tentant de survivre au Yukon. Il s'était forgé une réputation d'homme qui n'avait pas peur du risque, capable de voir du potentiel là où les autres ne voyaient que l'échec. Les dragues abandonnées qu'il remit en état furent son pari le plus audacieux.
Chacune était une machine colossale d'une époque minière révolue, rouillée et laissée à l'abandon le long des rivières. La plupart des mineurs n'en approchaient pas. Trop coûteuses à réparer, dangereuses à utiliser et jugées obsolètes. Mais l'instinct de Tony lui dictait le contraire. Il investit des heures innombrables et des ressources considérables pour les remettre en marche, et les résultats furent indéniables. Ces dragues pouvaient déplacer et traiter le gravier aurifère à une échelle bien supérieure à celle des opérations classiques. Soudain, Tony ne se contentait plus de suivre les autres mineurs. Il les surpassait. Cette capacité à transformer les obstacles en opportunités devint sa marque de fabrique. Son approche n'était ni raffinée ni polie. Elle était brute, pratique et efficace. Si une machine tombait en panne, il la réparait. Si un plan échouait, il le repensait. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Cette confiance inébranlable était la même qualité qui attira les gens vers lui et, finalement, capta aussi l'attention des producteurs de télévision. Au milieu des années 2000, Discovery Channel cherchait des mineurs avec des personnalités suffisamment marquées pour porter une nouvelle émission. Il voulait montrer la lutte moderne de l'exploitation aurifère au Yukon. Et Tony, avec son accent hollandais prononcé, son attitude intransigeante et son style intrépide, était impossible à ignorer. Lorsque Gold Rush fut diffusé en 2010, le public découvrit rapidement que Tony Beats n'était comme personne d'autre à la télévision. Il n'était pas lisse et il n'avait certainement aucun intérêt à jouer un rôle. Ce que les spectateurs voyaient, c'était le véritable Tony. Brut, direct, souvent explosif. Il jurait aussi librement qu'il dirigeait son équipe, mais derrière cet extérieur dur se cachait un homme qui comprenait chaque détail de l'exploitation minière. Les fans l'adoraient ou grincèrent des dents face à son tempérament, mais personne ne pouvait nier son authenticité. Et dans le monde de la télé-réalité, l'authenticité valait de l'or. Gold Rush n'éleva pas seulement Tony, l'émission transforma toute sa famille en figure publique. Son épouse Minnie, longtemps restée l'épine dorsale discrète de leur entreprise, se retrouva sous les projecteurs en tant que gestionnaire des comptes, de la logistique et du foyer, tandis que Tony menait la bataille dans la boue. Leurs enfants, Kevin, Monica et Mike, furent eux aussi présentés à des millions de téléspectateurs alors qu'ils apprenaient le métier sous la surveillance exigeante de leur père. Ce qui avait été une entreprise familiale privée devint soudain un spectacle international, chaque triomphe et chaque échec étant diffusé à un vaste public. La célébrité apporta des opportunités, mais aussi de la pression. Chaque saison minière était déjà un pari, avec des millions de dollars en jeu. Désormais, des caméras capturaient chaque instant, amplifiaient chaque dispute et enregistraient chaque revers. Pour Tony, ce n'était pas un problème. Il s'épanouissait sous la pression. Mais pour sa famille, cette exposition était une arme à double tranchant. Ils n'étaient plus seulement des mineurs. Ils étaient devenus des stars de télé-réalité, et cela signifiait que leur vie était sous surveillance constante. Et pourtant, à mesure que l'émission grandissait, l'influence de Tony grandissait aussi. Ses méthodes peu orthodoxes et sa volonté de prendre des risques audacieux devinrent centrales dans le récit de Gold Rush. Les spectateurs se connectaient non seulement pour voir combien d'or Tony allait extraire, mais aussi pour voir comment il allait encore une fois déjouer les attentes. À bien des égards, Tony devint plus grand que nature, un symbole de courage, de détermination et de l'élan inébranlable pour transformer la terre en fortune. Mais derrière la voix tonitruante et les victoires, les graines d'un conflit plus profond étaient déjà semées, un conflit qui avait peu à voir avec l'exploitation minière et tout à voir avec la famille. La fortune et le fardeau. Au début des années 2010, Tony Beats avait assuré sa place non seulement comme l'une des figures les plus reconnaissables de Gold Rush, mais aussi comme l'un des mineurs les plus riches du Yukon. Son empire s'étendait sur plusieurs concessions, avec Paradise Hill comme noyau et Indian River comme autre grande exploitation. Saison après saison,
le public voyait Tony et son équipe extraire des millions de dollars en or. Mais avec la fortune venait quelque chose de moins éclatant. Le poids écrasant des responsabilités et les fils fragiles de l'unité familiale tendue à l'extrême. L'exploitation minière ne consiste pas seulement à sortir de l'or du sol. Elle repose sur le bon timing, la météo et une lutte constante contre la nature. Le pergélisol du Yukon fut l'un des plus féroces ennemis de Tony. Dans ce qui aurait dû être de nouvelles coupes prometteuses, son équipe tombait souvent sur des couches gelées qui forçaient l'arrêt des opérations. Lors d'une saison marquante, le corner cut semblait représenter l'avenir de l'exploitation, mais sous la surface, il n'y avait que du sol gelé. Pour Tony, ce n'était pas seulement frustrant, c'était financièrement dangereux. Chaque machine à l'arrêt, chaque heure perdue signifiait des profits envolés. Son cousin Mike, souvent chargé de déplacer d'énormes usines de lavage vers de nouveaux sites, subissait le stress de manœuvrer sur des routes traîtresses et des pentes abruptes simplement pour maintenir la saison en vie. Le succès n'était jamais garanti. Il fallait l'arracher à la terre avec risque et sacrifice. Et pourtant, malgré les revers, il y avait des moments de triomphe qui montraient l'ampleur de l'ambition de Tony. Un seul nettoyage à Indian River pouvait rapporter 75 onces, environ 190 000 $ d'or. Pendant ce temps, à Paradise Hill, le trommel de Mike produisait près de 374 onces, valant près d'1 million de dollars. Combiné, Tony pouvait avoir plus d'1 million de dollars d'or sur la table en une seule saison. Ces chiffres étaient stupéfiants, mais ils révélaient aussi le cruel paradoxe de la vie minière. Une semaine pouvait apporter la richesse, et la suivante, le désespoir. Pour la famille Beats, ce cycle de fortune et de lutte devint leur réalité. Minnie, l'épouse de Tony, devait équilibrer les comptes, surveiller les coûts de carburant, la paie et les réparations incessantes. Elle comprenait mieux que quiconque que la fortune créée par Tony n'était pas une richesse simple. C'était une responsabilité qui consumait chaque membre de la famille. Kevin, le fils aîné, portait la pression de prendre des responsabilités de chef, souvent aux côtés de son père dans la boue. Monica, farouchement indépendante, voulait prouver qu'elle pouvait réussir dans une industrie dominée par les hommes tout en explorant ses propres ambitions. Mike, plus discret mais constant, assumait sa part dans l'ombre. Ensemble, ils ne se contenteront pas de vivre de la fortune de Tony. Ils se battaient pour la maintenir en vie. Mais les caméras ne montraient pas toujours les larmes, les nuits blanches et le prix payé sur les relations. Pour chaque pot d'or pesé et célébré, il y avait un coût privé payé en épuisement, en dispute et dans la peur silencieuse qu'une seule mauvaise décision ne réduise tout à néant. La fortune de Tony était réelle, solide et éclatante, mais elle était aussi un fardeau, et ce fardeau retombait surtout sur ceux qui lui étaient les plus proches. L'héritage familial. Pour Tony Beats, l'exploitation minière n'a jamais été seulement une question d'or. C'était la vie qu'il avait construite au Yukon et la famille qui avait grandi à ses côtés. Pourtant, au fil des années, et alors que sa réputation s'affermissait jusqu'à devenir une légende, la question de l'héritage commença à peser plus lourd que n'importe quel pot d'or. Une fortune peut offrir des opportunités, mais elle peut aussi créer des chaînes invisibles. Pour la famille Beats, hériter de l'empire de Tony signifiait aussi hériter de ses fardeaux. Et c'est là que les premières fissures apparurent. Kevin, l'aîné, portait la charge la plus lourde. Dès son plus jeune âge, il travailla sous l'œil attentif de son père, maîtrisant les machines et apprenant à maintenir les opérations en vie lorsque les chances étaient contre eux. Mais chausser les bottes de Tony n'a jamais été simple. À l'écran, Kevin apparaissait souvent en train de prendre les commandes, mais hors caméra, il subissait la pression de savoir que des millions de spectateurs jugeraient chacune de ses décisions. Il ne s'agissait pas seulement de gérer une usine de lavage ou de réparer un bulldozer, il s'agissait d'être à la hauteur du nom Beats, un nom déjà gravé dans l'histoire du Yukon. Pour Kevin, l'héritage était à la fois une voie et un piège. Monica représentait une autre facette de la lutte. Déterminée,
franche et refusant de simplement suivre les ordres, elle se tailla sa propre identité au sein de l'entreprise familiale. Elle prouvait que l'exploitation minière n'était pas exclusivement un monde d'hommes, et elle assumait cette responsabilité avec fierté. Mais l'indépendance a un prix. Vouloir s'affirmer dans une entreprise dirigée par un père aussi autoritaire que Tony créait des frictions. Si son ambition pouvait propulser les Beats dans une nouvelle ère, elle soulevait aussi la question de savoir si la prochaine génération pourrait réellement travailler en harmonie. Mike, plus discret et moins visible, incarnait la persévérance constante que Tony valorisait. Il n'était pas celui qui faisait les gros titres, mais il était indispensable en coulisses. Son rôle manquait peut-être du drame de ses frères et sœurs, mais le poids des attentes pesait sur lui tout autant. Être le silencieux ne l'épargnait pas du fardeau de devoir faire vivre une exploitation minière valant plusieurs millions de dollars. Au centre de tout cela se trouvait Minnie, la partenaire de toujours de Tony. Elle était l'équilibre, la main ferme qui maintenait la famille enracinée lorsque les caméras amplifiaient chaque erreur et chaque dispute. Pendant des décennies, elle géra le côté financier de l'Empire, s'assurant que les risques ne basculent pas dans la ruine. Mais même Minnie ne pouvait pas protéger sa famille de la tension incessante entre la fortune et les liens familiaux. Lorsque Tony dut payer de lourdes amendes pour avoir exploité une drague sans permis, ce ne fut pas seulement un coût financier, ce fut un rappel brutal que l'Empire pouvait s'effondrer si l'équilibre entre audace et discipline venait à disparaître. La célébrité de Gold Rush ne fit qu'accentuer ces pressions. Les spectateurs voyaient les victoires, les célébrations et les pots d'or. Mais ce qu'ils voyaient rarement, c'étaient les nuits d'épuisement, les désaccords tus et les larmes versées à se demander si l'héritage était une bénédiction ou une malédiction. Chaque saison devenait un nouveau test. La famille Beats pouvait-elle rester soudée, ou l'empire que Tony avait bâti allait-il finir par les déchirer? La décision choquante. Après des décennies à régner sur le Klondike avec courage et défi, Tony Beats dut affronter une réalité qu'aucun mineur ne peut éviter. Le temps. L'homme qui avait autrefois déplacé des montagnes de terre gelée grâce à sa détermination brute commença à parler de se retirer, de laisser la prochaine génération porter le poids qu'il avait supporté si longtemps. Pour les spectateurs, cette révélation fut bouleversante. Pour sa famille, ce fut déchirant. Le roi du Klondike n'était pas invincible, et sa décision de se retirer du quotidien laissa ses enfants à un carrefour auquel peu de familles sont confrontées. L'annonce de Tony ne fut pas faite avec une grande cérémonie. Elle apparut dans de simples aveux, dans des moments où il admettait qu'il ne pouvait plus s'imposer le même rythme implacable. Son corps portait les cicatrices de décennies passées dans l'une des industries les plus rudes au monde. Des années d'hivers interminables, de machines lourdes et de stress constant avaient laissé des traces. Il avoua que même lui ne pouvait pas défier le temps éternellement. Pour un homme défini par la force et le contrôle, admettre cela n'était pas une mince affaire. L'impact émotionnel sur sa famille fut immédiat. Kevin comprit que le leadership était désormais sa responsabilité. Mais la pression était immense. La perspective de diriger l'Empire sans la présence plus grande que nature de Tony était écrasante. Pour Monica, la décision de son père éveilla un mélange de détermination et de tristesse. Elle avait toujours cherché son indépendance, mais l'idée de miner sans la voix tonitruante de Tony résonnant sur la concession était une perte à laquelle elle n'était pas préparée. Mike, lui aussi, ressentit profondément ce changement. Sa fiabilité silencieuse avait toujours été un soutien pour Tony, et sortir de l'ombre de son père signifiait désormais affronter la peur d'être exposé sans cette main directrice. Minnie, qui avait passé sa vie à maintenir la famille stable, se retrouva à devoir rassembler bien plus que les finances, elle devait rassembler les cœurs. La réalité du retrait de Tony rappelait que l'empire qu'ils avaient bâti ensemble ne lui appartenait plus seul. Il était désormais entre les mains de leurs enfants, avec tous les risques et les incertitudes que cela impliquait. Pour elle, les larmes n'étaient pas seulement pour le mari qu'elle avait vu bâtir une fortune à partir de la terre gelée,
mais aussi pour la famille qui devait désormais prouver sa valeur sans lui. Le monde minier ne s'arrêta pas pour leur chagrin. Les concessions devaient encore être exploitées, les usines de lavage devaient encore tourner, et le Yukon, impitoyable, exigeait toujours son tribut. Mais la décision de Tony provoqua un changement qu'on ne pouvait ignorer. Elle souleva des questions. La prochaine génération pourrait-elle non seulement maintenir l'Empire, mais aussi l'adapter à une nouvelle ère de l'exploitation minière, une ère de surveillance environnementale, de cours de l'or fluctuant et de l'œil intrusif de la télé-réalité? Pour Tony, se retirer fut à la fois un soulagement et un fardeau. Il avait bâti son héritage avec passion et détermination, mais le laisser derrière signifiait faire confiance à ses enfants pour non seulement le préserver, mais aussi en faire quelque chose qui leur appartienne. La fortune était immense, mais le poids émotionnel de cet héritage l'était encore davantage. Le roi du Klondike avait livré ses batailles. Désormais, c'était à sa famille de livrer les siennes. L'avenir incertain. Avec le retrait de Tony Beats du quotidien de l'exploitation, l'avenir de l'Empire Beats n'a jamais paru aussi fragile. Pendant des décennies, c'était la vision de Tony, son entêtement et son refus absolu d'abandonner qui avait transformé une terre stérile en l'une des exploitations minières les plus productives du Yukon. Désormais, le prochain chapitre repose entre les mains de Kevin, Monica et Mike, chacun portant à la fois une opportunité et une pression écrasante. Les défis ne sont pas seulement pratiques, mais profondément personnels. Kevin doit prouver qu'il peut diriger, et pas seulement suivre. Il a montré ses compétences en matière de machines et de prise de décision, mais diriger un empire exige plus que du savoir-faire technique. Cela requiert d'assumer la responsabilité de chaque travailleur, de chaque concession, de chaque pari. Monica affronte sa propre épreuve. Son indépendance et sa volonté affirmée pourraient être la clé pour moderniser l'entreprise familiale, mais elle doit équilibrer cette ambition avec les traditions auxquelles Tony tenait si farouchement. Pour Mike, le travailleur silencieux de l'ombre, l'avenir exigera qu'il prenne des rôles plus visibles, même si cela signifie affronter un examen attentif qu'il avait jusque-là évité. L'or en lui-même n'apporte aucun réconfort. Une saison peut rapporter plus d'1 million de dollars en nettoyage, tandis que la suivante peut être paralysée par le pergélisol, des machines brisées ou la malchance. La réalité de l'exploitation minière est brutale. Elle ne se soucie ni des héritages, ni des noms de famille. Pour les enfants Beats, hériter de la fortune de Tony signifie aussi hériter de l'incertitude implacable du Yukon. Et pourtant, malgré la tension, l'histoire de la famille Beats n'est pas celle du désespoir. C'est une histoire de résilience. Le plus grand cadeau de Tony n'est peut-être pas l'or qu'il a extrait de la terre, mais l'exemple qu'il a donné. Que le risque, la persévérance et la foi en sa propre vision peuvent forger une vie contre toute attente. Que ses enfants choisissent de suivre exactement son chemin ou de tracer le leur, les fondations qu'il a posées seront toujours là. Pourtant, les émotions ne peuvent être ignorées. La fortune de Tony a fait couler des larmes non seulement à cause de son ampleur, mais aussi à cause de ce qu'elle représente. Les sacrifices, les nuits d'épuisement, les années passées sous le ciel rude du Nord. L'Empire est un monument à sa détermination, mais il est aussi un rappel de ce que sa famille a enduré à ses côtés. Chaque once d'or porte en elle une histoire de lutte, de perte et d'efforts incessants. Alors que les caméras continuent de tourner et que le monde observe la famille Beats avancer, une question demeure: l'héritage de Tony les unira-t-il dans la force ou les fracturera-t-il sous la pression des attentes? La réponse reste à écrire, enfouie dans le même sol incertain qu'ils ont toujours exploité. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Tony Beats est loin d'être terminée. Elle appartient désormais à ceux qui portent son nom. Tony Beats a bâti une fortune à partir de la terre gelée et d'une ténacité implacable, mais l'épreuve réelle appartient désormais à sa famille.
Kevin, Monica et Mike pourront-ils garder son rêve vivant ou le poids de son héritage sera-t-il trop lourd à porter? Qu'en pensez-vous? Les enfants Beats réussiront-ils à transformer la fortune en avenir? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires sur les légendes du Yukon.